Je suis, ravie, de vous accueillir en cette journée, mondiale, de l'intolérance, aux ondes électromagnétiques. Donc je vais me présenter, je suis Sophie Pelletier, je suis présidente de l'association Priartem pour rassembler, informer et agir sur les risques liés aux technologies électromagnétiques. Donc Priartem, c'est une association, qui, a maintenant 25 ans, d'existence, hein, qui se bat, pour faire reconnaître, les risques liés aux ondes électromagnétiques, hein, que ce soit sur la santé, l'environnement, les problématiques de paysage et cetera. J'en profite pour rendre un hommage à sa fondatrice, Jeanine Le Calvez, aujourd'hui, qui a disparu il y a quelques années, à qui on pense, très, très fort, qui serait sûrement très contente et très fière, de, voir ce webinaire. Donc pourquoi on organise, tout ça? Je vais vous raconter un petit peu, l'histoire, la genèse de toute cette aventure. Donc moi, je suis, moi-même tombée malade, fin, 2010 et donc j'ai rejoint le collectif des électrosensibles, de France, qui, a été, créé, notamment par, Manuel Hervouette, que je salue, et qui est parmi nous normalement. Donc en 2014, le collectif des électrosensibles, après avoir travaillé plusieurs années avec Priartem, a intégré, Priartem et donc voilà, aujourd'hui nous formons une seule et même, entité. Donc quand je suis tombée malade, dès le début, moi j'ai, un peu comme vous tous j'imagine, cherché à comprendre, ce qui m'arrivait et surtout pourquoi ça m'arrivait à moi et pourquoi autour de moi alors que, dans mon environnement de travail, hein, puisque c'est au travail à la Tour Montparnasse que j'étais tombée, malade, les collègues n'avaient, semble-t-il, pas les mêmes soucis que moi. Et donc, je j'ai fait, pas mal de recherches personnelles, hein, sur, la biblio et essayer de trouver, des hypothèses, comme beaucoup d'entre vous ont pu le faire. Et un jour, un peu par hasard, je tombe sur ce mot: radiosensibilité. Waouh! Et là, je fouille un peu et je tombe sur une vidéo d'une conférence donnée par Nicolas Forêt, un Français qui travaille à l'INSERM de Lyon, mais quel bonheur! Donc je m'empresse de lui écrire par mail, bon, une petite bouteille à la mer, et puis 4 jours plus tard, une réponse. Oh! Alors imaginez, là, j'ai à peu près fait un bond jusqu'au plafond en me disant: «Bon» et puis une réponse, alors un peu pas dubitative, mais en tout cas, voilà, de quelqu'un qui découvrait, un phénomène dont il n'avait pas connaissance. Donc voilà, un peu, prudent scientifiquement, mais semble-t-il un petit peu intéressé, titillé par le sujet. Et donc rapidement, on a, discuté et puis, est venu effectivement, un dépôt, travailler un projet de recherche et puis un dépôt, de demande de financement. Donc, là, je reviens pas dessus, Nicolas, sûrement vous en parlera mieux que moi. Et puis donc voilà, c'était le début de cette aventure, hein, qui a démarré maintenant, il y a, voilà, le mail, initial, date très exactement du 10 mai 2012. J'ai retrouvé ça dans mes archives et donc voilà, au plus de 10 ans après, on a des premiers résultats, et donc je suis, très heureuse et avec une certaine fierté aussi de pouvoir, organiser ce webinaire et je remercie, Nicolas, Forêt, de se prêter à l'exercice et je pense que ça va être, extrêmement intéressant et enrichissant pour, vous tous. Donc le remercier de s'être, engagé dans cette aventure et d'être présent parmi nous. Donc avant de lui céder la parole, quelques petits conseils, enfin d'usage, du Zoom. Donc vous avez le chat discuter pour, communiquer avec moi et vous avez, l'onglet, Q et R pour questions et réponses
où là vos écrits, sont accessibles à l'ensemble, des participants et on tâchera, dans, la suite des échanges de répondre au mieux à vos questions. Donc, le webinaire va s'organiser environ une demi-heure de présentation par, Nicolas Forêt et puis bon, après, des échanges sur, ces questions, jusqu'à environ, 12:00. Voilà, on va essayer de rester dans ce timing. Donc voilà, je vais céder la parole à Nicolas, pour la présentation de ces premiers résultats qui sont extrêmement importants pour nous puisque, on commence, à avoir des éléments pour sortir de l'ornière d'une maladie, jusqu'aujourd'hui, plutôt, calée dans la case psychosomatique. Donc voilà, pour montrer des premiers éléments, biologiques. Nicolas, je te cède la parole, pour te présenter et puis, faire, ta présentation. Eh Merci. ben, merci, merci Sophie. C'est vrai que ça fait très longtemps. Mais en partie, il faut dire qu'on a autant progressé, nous, en radiosensibilité que, avec toi en électrosensibilité. Et c'est peut-être pas un hasard si finalement, presque 10 ans plus tard, on a ce résultat qui est, je pense, assez encourageant, mais qui demandera évidemment une suite à apporter au niveau des expériences. Donc, est-ce que tu peux me lancer les Oui. diapos? Alors, Alors, l'idée, pendant que tu lances, l'idée, hein, c'est que moi, je suis radiobiologiste. Et donc, c'est-à-dire que je suis plutôt un spécialiste des rayons X, des protons, des électrons, bref, tout ce qui ionise et casse l'ADN, ce qui n'est pas du tout le cas des ondes électromagnétiques qui sont classées dans la catégorie radiation non ionisante. Donc, c'est un autre monde. Mais finalement, la nature est assez bien faite parce que on a pu puiser quelques points communs, et vous le verrez, entre les effets des radiations ionisantes et les effets des radiations non ionisantes. Et c'est ainsi que j'ai construit le topo. Donc, je vais d'abord vous parler un peu de radiosensibilité pour ensuite terminer sur l'électrosensibilité et ce que l'on a fait dans l'article qui suit. Donc, diapo suivante, vous pouvez le trouver. Voilà. Vous pouvez le trouver dans un journal euh, sur le web. C'est en open access et il a été très récemment accepté. Donc, diapo suivante. Alors, moi, je suis directeur d'une unité de recherche un petit peu à part, puisque c'est la première unité de recherche qui vraiment est très généraliste en ce qui concerne les effets des radiations ionisantes puisqu'elle regroupe à la fois des militaires, des chercheurs sur les radiations. Alors évidemment, le contexte géopolitique actuel, vous avez tous entendu ce qui se passe en Iran, en Israël et en Corée du Nord et en Ukraine. Donc évidemment, il y a un enjeu géopolitique très important sur une meilleure connaissance de ces de ces radiations ionisantes, j'allais dire d'origine militaire, mais également cette unité regroupe tout ce qui va concerner les aspects civils, avec les radiobiologistes, donc INSERM, des radiothérapeutes, des radiologues, hein, évidemment les applications médicales des radiations ionisantes sont très nombreuses, vous les connaissez certainement. Et puis, tout ce qui casse l'ADN nous intéresse. Donc, on travaille également avec des épidémiologistes et des toxicologues qui vont s'intéresser sur l'environnement, hein. C'est un des mots-clés de notre unité, défense, santé, environnement. Également sur l'espace. Là, tout à l'heure, j'aurai un webinaire également sur les effets des radiations spatiales avec les gens du CNES. Et enfin, tous les aspects psychologie, c'est-à-dire la perception des risques.
ce qui, je pense, doit être très utile aussi dans le secteur de l'électrosensibilité. On en parlera peut-être plus tard. Diapo suivante. Alors, ce qui peut choquer quelque part dans la démarche d'un radiobiologiste, comme souvent dans la démarche d'un scientifique, c'est que nous, on va sauter à pieds joints sur différents mondes. Le monde de l'infiniment petit, le monde moléculaire, de l'ADN, le monde cellulaire, les cellules, et le monde clinique, c'est-à-dire ce que vous ressentez après tel ou tel stress. Diapo suivante. Donc, ce qu'on appelle problème multi-échelle, c'est qu'on a des marqueurs qui vont être soit moléculaires, soit cellulaires, soit cliniques, avec des temps d'observation qui peuvent changer. Une réaction qui dure quelques minutes au niveau moléculaire peut avoir des conséquences à plusieurs jours, voire plusieurs mois au niveau clinique. Diapo suivante. De même, on navigue avec un problème multidimension, c'est-à-dire que l'ADN, c'est de l'ordre du nanomètre. Nous, on est de l'ordre du mètre. Les effets des réactions tissulaires peuvent être de l'ordre du millimètre. Et donc, on va jongler, on va jouer avec ces dimensions tant au niveau, j'allais dire, spatial, mais également au niveau temporel. Et ça peut paraître quelque part très bizarre que un effet météo ait une influence sur le prix du kilo de carottes à Sainte-Maxime. Ben oui, ben c'est possible. Et nous, on aura des marqueurs moléculaires, cellulaires et cliniques qui seront intercorrélés. Et c'est ça qui fait la force aussi de la démarche scientifique, c'est qu'au fur et à mesure des changements d'échelle, on va avoir un lien causal, quasiment causal, entre ces différentes réactions. C'est exactement ce qu'on essaye de faire au niveau de la radiosensibilité. Vous verrez, c'est exactement ce qu'on fera au niveau de l'électrosensibilité. Diapo suivante. Donc, au niveau de la radiosensibilité individuelle, le thème est absolument connu et très ancien, puisqu'il date l'idée que nous ne sommes pas égaux face aux radiations date de l'âge de pierre des radiations, hein, au niveau de la découverte des rayons X. Quelques mois plus tard, la découverte des rayons X, on savait déjà que les gens pouvaient avoir différentes réactions. Attention, je ne parle pas de réactions immunes, je ne parle pas de réactions d'ordre allergique ici. Je parle des réactions tissulaires qui, comme on va le voir, vont passer par un chemin assez différent des relations allergiques. Diapo suivante. Donc, vous m'avez entendu parler de radiosensibilité, mais cette radiosensibilité, elle va s'exprimer au niveau clinique de façon différente. Historiquement, le mot radiosensibilité est associé à la mort cellulaire. En gros, une cassure de l'ADN, je reprends mon modèle multi-échelle, une cassure de l'ADN qui n'est pas réparée va entraîner la mort de la cellule. Au niveau d'un organe, des cellules qui meurent, ça peut avoir une perte de fonction de l'organe et voire la mort de l'individu. Donc cette radiosensibilité, historiquement, on pouvait l'appeler radiotoxicité. Elle est associée à la mort. Mais on peut aussi observer, après exposition aux radiations ionisantes, des cancers. Et là, c'est plus une cassure non réparée, c'est une cassure mal réparée. La cellule va mal réparer son ADN, va se transformer, va devenir immortelle, et c'est comme ça que les tumeurs ou les métastases peuvent être générées. Et puis, quelque chose qu'on a assez oublié, nous, radiobiologistes, mais qui nous revient en pleine figure avec l'espace, c'est le fait que une exposition aux radiations, mais cette fois, j'allais dire, à feu doux, à faible débit de dose, comme ce qui se passe dans l'espace, peut non pas générer des cancers, mais accélérer un certain vieillissement. Dans ce cas-là, ce sont des cassures qui ne sont pas vues tout de suite par la cellule, qui vont s'accumuler
et qui vont contribuer à augmenter le vieillissement, à accélérer le vieillissement de la cellule et la mort. Évidemment, tout ça, ça dépend de l'organe. On parle de cataracte radio-induite, on parle de cancer du sein radio-induit, où on peut parler de réaction tissulaire de la peau ou de l'intestin. Diapo suivante. On verra peut-être par la suite que l'électrosensibilité va suivre ce phénomène. Alors là, ce qui est très important dans les phénomènes que l'on observe, c'est qu'il faut une quantification. Il faut une classification, bon là, organe par organe, mais une quantification. Donc, depuis les années 2000, les médecins, les radiothérapeutes se sont mis d'accord sur de, des échelles qu'on appelle consensuelles d'abord, d'ailleurs, des échelles qui vont grader la sévérité des réactions. Là, généralement, on grade sur ces échelles de 0 à 5, c'est-à-dire 0, ça veut dire pas de réaction, 5, c'est la mort du patient. Et puis entre 1 et 4, eh ben, c'est tous les différents aspects de sévérité qu'on peut rencontrer. Ces échelles-là sont finalement les filles des échelles des brûlures, des catégories de brûlures qu'on disait brûlure du premier degré, du second, du troisième, etc. Diapo suivante. Donc cette échelle-là, notamment l'échelle CTCAE, va nous être très utile pour quantifier au niveau clinique les effets de la radiosensibilité. Alors, moi, depuis 2004, dans notre laboratoire, euh, nous avons collecté au niveau français, belge et suisse, avec des interactions entre CHU ou centre anticancer, des, nous avons collecté des biopsies de peau de patients qui soit se sont avérés radiosensibles après leur traitement de radiothérapie, soit euh, étaient susceptibles de l'être parce qu'ils avaient des antécédents familiaux connus ou ils souffraient de maladies génétiques connues pour être associées aux radiosensibilités. Donc, ces biopsies de peau qui sont faites généralement à l'abri de la lumière, soit à l'avant-bras, soit au-dessus des fesses. C'est simplement un petit trépan du style stylo à billes que l'on plante. Alors évidemment, il peut y avoir une injection de lidocaïne ou un patch qui permet d'éviter la douleur. Et puis, on récupère ce bout de peau, on le triture, on le met dans un liquide nourricier et on établit ce qu'on appelle la lignée, c'est-à-dire une lignée de fibroblastes, c'est le nom des cellules de peau, qui peuvent amplifier, que l'on peut garder ensuite, repiquer indéfiniment dans l'azote ou presque indéfiniment, et on peut ressortir ces lignées-là 20 ans plus tard pour refaire des expériences. Ce prélèvement de peau a un parallèle, c'est le prélèvement de sang. Quand on veut également regarder ce qui se passe au niveau radiobiologique, on peut prélever des lymphocytes, c'est-à-dire des globules blancs. Le problème de ces globules blancs, c'est qu'ils ont une durée de vie complètement différente des fibroblastes de peau. Soit on est obligé de refaire la biopsie de sang, c'est-à-dire le prélèvement de sang, soit on est obligé de transformer, d'immortaliser les lymphocytes. Et alors là, c'est plus les mêmes que ceux qu'on a récupérés. Des lymphocytes transformés vont complètement changer leur phénotype, leur comportement, leur réponse au stress. Et c'est souvent source de biais. Donc, ce projet que j'avais appelé Copernic, c'est une collection pour mieux comprendre la radiosensibilité euh, au niveau, euh, au niveau clinique. Et nous avons accumulé l'une des plus grandes collections euh, de, de cellules provenant de patients radiosensibles. Et une fois qu'on a obtenu ces lignées, eh bien, on irradie, on se met en condition de radiothérapie et on regarde la réparation de l'ADN avec différents marqueurs, notamment en immunofluorescence. Ici, vous avez l'exemple d'un noyau de cellules avec les points lumineux que vous voyez. C'est en fait les cassures de l'ADN qu'on peut suivre dans le temps
Et quand elles vont s'éteindre, ça veut dire que la cassure est réparée. Diapo suivant. Donc, grâce à ces expériences, nous avons montré qu'il existe une protéine qui s'appelle ATM, qui est très très importante pour les radiobiologistes, puisque quand elle est mutée, elle confère l'ataxie télangiectasie, qui est la maladie génétique associée à la plus forte radiosensibilité connue chez l'homme, puisque une seule session de radiothérapie tue les patients. Alors évidemment, ce sont des syndromes génétiques hyper rares et avec un tableau clinique très 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 connu. Cette protéine ATM va passer du cytoplasme noyau après irradiation. Vous voyez ici à gauche un fibroblaste de peau où tout ce qui est en vert, le cytoplasme autour du noyau, c'est riche en ATM. Et quand vous irradiez, vous vous apercevez qu'on a une image quasiment inverse, c'est-à-dire que le cytoplasme s'est un peu vidé, il est devenu moins vert, et le noyau est devenu beaucoup plus vert. C'est la présence de ATM que l'on voit, notamment au niveau des sites de cassure avec les points lumineux qu'on nomme foci. Eh bien, d'après ce modèle de transit d'ATM, nucleoshuttling en anglais, diapo suivante, nous avons pu classer trois groupes, définir trois groupes de radiosensibilité. Et là, ça y est, on commence à s'approcher vers l'électrosensibilité. Le premier groupe, ce sont les groupes des radiorésistants. Comment ça marche? ATM, c'est une protéine qui se met sous forme dimérique, c'est-à-dire qui va se coller avec deux protéines. Après irradiation, on va avoir une monomérisation, c'est-à-dire que les deux protéines vont se séparer. Comme ce sont des protéines très lourdes, seules elles peuvent passer la barrière du noyau, mais ensemble, sous forme dimérique, elles ne peuvent pas. Donc après irradiation, les monomères d'ATM vont passer dans le noyau, vont activer la réparation et tout va être réparé. Donc il y a un faible risque de toxicité, un faible risque de cancer, un faible risque de maladie dégénérative. Rappelez-vous le fameux tableau des trois radiosensibilités. Et on peut considérer aujourd'hui que le groupe 1 représente 75 à 85% de la population. Diapo suivant. Si on est muté ATM, oui, c'est le groupe 3 d'abord, pour des raisons didactiques. Je fais 1, 3, 2. Donc, le, si on est muté ATM, eh bien, même si la monomérisation se fait, on va avoir des ATM qui ne seront pas fonctionnels dans le noyau et il reste des cassures. Aucune cassure ne va être reconnue et donc va être réparée. C'est la mort, la toxicité. Ces cassures peuvent être également mal réparées, donc au risque de cancer, ou au contraire vont contribuer au vieillissement, donc au risque de maladies dégénératives. Donc on a des différents exemples de syndromes, souvent pédiatriques, de groupe 3, qui représentent les trois radiosensibilités dont je vous ai parlé. Évidemment, ce sont des maladies très rares, moins d'1% de la population. Diapo suivante. Et puis le reste de l'humanité, c'est les 5 à 20% qui restent. Et alors là, ce qu'on observe, ce sont des protéines qui, selon l'individu, et c'est pour ça qu'on les appelait X, parce qu'elles changent d'un individu à l'autre, vont être produites de façon anormale dans le cytoplasme. Et ces protéines X, elles vont coller à ATM, c'est-à-dire qu'elles vont limiter le flux de ATM dans le noyau. S'il y a moins d'ATM, eh bien, il peut y avoir des cassures qui passent à travers la raquette et donc qui vont être soit non réparées, soit mal réparées, soit tolérées, mais évidemment à un degré moindre que pour le groupe 3. Donc, je vous demande d'avoir en tête ce fameux groupe 2 avec ses protéines X, on en reparlera tout à l'heure. Diapo suivant. Et donc, au niveau de la radiothérapie, si on met en ordonnée ce que l'on voit au niveau moléculaire, c'est-à-dire les fossiles ATM, et au niveau clinique en abscisse, les grades, eh bien, on s'aperçoit que les groupes 1 qui sont résistants ont des fossiles dans leur noyau, et plein de fossiles, ça veut dire qu'ils reconnaissent toutes les cassures, donc ils n'ont pas de réaction, grade 0.
Pour les groupes 3, les ataxiques, ils n'ont aucun foci, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune réparation. C'est grade 5, la mort. Et puis le groupe 3 représente les différents degrés de sévérité intermédiaire. Diapo suivante. C'était la première fois que l'on observait une relation entre la clinique et le moléculaire, et ce qui nous permet aujourd'hui de quantifier, de prédire la radiosensibilité après la radiothérapie. Oui, diapo suivante. Oui, juste, tu as dit Ah, groupe pardon. 3, hein, groupe 2. Pardon, groupe 2, oui. Merci. Bon, voilà, le papier qui montre ça est un papier à 56 auteurs. C'était assez rare au niveau, en 2016, au niveau de la communauté. Souvent, en biologie, on ne publie pas avec autant de radiothérapeutes et de radiobiologistes. Diapo suivante. Donc, quelques années plus tard, on a reproduit sur d'autres cellules et on a observé également la même chose. Alors, euh, ensuite, on s'est posé la question si les gens sont du groupe 2, est-ce qu'ils le savent? Donc, on a travaillé avec le SAMU de Paris qui, sur 30 donneurs de gens, donc brancardiers ou médecins, apparemment en bonne santé, ont donné leur peau et on a pu voir que 7 sur 30 étaient du groupe 2 sans le savoir. Donc vous pouvez être en très bonne santé sans rien demander de quoi que ce soit, mais si vous recevez une dose de radiothérapie, ce qui est Hiroshima dans la cellule, hein, eh bien vous allez réagir d'une façon différente des groupes 1 qui sont radiorésistants. Diapo suivante. Alors donc là, on peut passer, puisque c'est les articles qui suivent là-dessus. Et donc, on établit un lien avec les différents marqueurs. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que si on a des maladies rares, et là, s'il y a des épidémiologistes qui nous écoutent, c'est important. Évidemment, on va dire, ah ben non, il nous faut 300 cas parce que sinon on peut rien faire avec 300 cas. Mais il y a des maladies où il n'y a même pas 300 cas dans le monde. Et donc, à partir des maladies rares, ici, on peut avoir sur le plan clinique, sur le plan cellulaire, sur le plan moléculaire, des marqueurs qui sont cohérents mathématiquement et qui disent quelque chose. Donc, c'est des contraintes mathématiques et c'est ce qu'on va voir avec l'électrosensibilité. Diapo suivante. Donc voilà, enfin, initié en 2014, le projet Déméter a été donc proposé à l'ANSES en plusieurs fois. L'une des dernières fois, ça a été accepté. Diapo suivante. Et qu'est-ce qu'on faisait comme constat? Alors, là, je vais prendre du temps. D'abord, moi, j'étais complètement novice en électrosensibilité. Donc moi, c'est le seul regard que je peux avoir, c'est en tant que radiobiologiste, quelles sont les analogies possibles entre la radiobiologie, la radiosensibilité et l'électrosensibilité. D'abord, en regardant la littérature, je me suis aperçu qu'effectivement, les questionnaires d'auto-évaluation, et ça, c'est pas forcément, j'allais dire, spécifique de l'électrosensibilité, tout questionnaire d'auto-évaluation peut avoir des biais, hein, c'est ce qu'on appelle les biais d'anamnèse, et donc c'est probablement nécessaire, mais c'est évidemment pas suffisant du point de vue scientifique. D'autre part, les études de provocation, les études du comportement humain, pour moi, en tant que scientifique, ne veulent absolument rien dire. Et là aussi, il y a plein de biais, des biais nocebo ou tout ce que vous voulez avec le mot, la lettre O à la fin. Et rien ne remplace une étude basée sur les cellules, c'est-à-dire avec des critères objectifs, en disant, ben, les cellules sont naïves. Et on va avoir, avec des cellules de patients, une approche beaucoup plus heuristique, beaucoup plus scientifique que si on faisait des études de provocation. Le problème, c'était quel était le témoin. Quels sont les témoins? Est-ce que on a une collection de cellules où les gens disent bah, moi je ne montre pas d'électrosensibilité? Eh bien oui,
Dans le cadre de la collection Copernic dont je vous ai parlé, les gens ont un questionnaire à remplir, suivant leur traitement, suivant ce qu'ils ont. Et justement, euh, on sait que sur la plupart des gens, je vais dire l'immense majorité des gens Copernic, des gens Copernic, des donneurs Copernic, on n'a pas de description de l'électrosensibilité. Ensuite, l'idée, c'était aussi d'avoir aucun conflit d'intérêt, évidemment, avec l'industrie, donc il fallait que des labos académiques. Et enfin, il fallait un fil rouge. Et le fil rouge, c'est finalement ce fil qu'il a donné il y a 10 ans. C'est est-ce que finalement, il n'y a pas des points communs entre radiosensibilité et électrosensibilité, ce qui nous permettait d'appliquer l'approche Copernic, dans un premier temps, aux, aux cellules de patients électrosensibles. Diapo suivante. Donc oui, les grades 1 de sévérité sont, euh, je parle des symptômes, assez communs à ce qui peut être décrit par les électrosensibles. D'autre part, certains patients du groupe 2 montrent également certains symptômes. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont électrosensibles, mais disons qu'il y a des symptômes qui sont en commun. Et s'il y a des symptômes qui sont en commun, eh bien, ça nous permet de dire, ben, on va essayer de voir si on ne peut pas aller plus loin dans la relation entre électrosensibilité et radiosensibilité avec l'étude de cellules. Et c'est pour ça qu'on a proposé le projet suivant, diapo suivante. Un objectif complètement nouveau où, pour la première fois à ma connaissance, on utilise des fibroblastes de patients, de personnes qui s'appellent, qui se considèrent comme électrosensibles, avec un questionnaire d'auto-évaluation. Donc l'idée, c'est que cette double étude, à la fois questionnaire et à la fois étude clinique, qui n'obéit pas aux mêmes règles, à la même réglementation, eh bien, l'idée, c'est de les développer, les analyser de façon indépendante et regarder ensuite s'il y a des points communs et si on peut en tirer quelque chose en appliquant la procédure Copernic aux cellules de patients, d'individus volontaires pour cette étude qu'on a appelée Déméter. 26 patients, que je remercie à nouveau, ce sont 26 pardon, volontaires, ont été prélevés dans le cadre de cette étude. Alors, 30 secondes pour vous montrer que la vie d'un chercheur qui travaille sur la radiosensibilité ou l'électrosensibilité ou les deux, c'est pas les Champs-Élysées ni le paradis. Toute la liste de points en noir vous explique qu'il a fallu 10 ans pour qu'on puisse arriver à nos fins. On a tout eu. On a eu les changements de loi, on a eu les changements de locaux, on a eu les problèmes d'incompréhension vis-à-vis de certains comités, du comité d'éthique, même de l'ANSES. Bref, on y est arrivé. On pourrait parler pendant des heures sur comment accélérer une étude clinique en France. Les choses sont comme ça, on ne va pas polémiquer. Le but, c'est d'abord de voir au niveau scientifique ce qu'on peut tirer de nos travaux. Diapo suivante. Alors, donc le schéma du projet Déméter, il est très simple. D'un côté, on a une collection de fibroblastes de patients qui peut être de groupe 1, de groupe 2, de groupe 3, c'est-à-dire avec des retards d'ATM différents, mais dont tous se disent non électrosensibles. De l'autre côté, on a une cohorte de 26 euh, donneurs qu'on appelle des métères qui ont répondu à un questionnaire dont on va parler. Et puis, ces différentes cellules, on va les soumettre à trois types de stress différents. Alors, trois types de stress. D'abord, on va regarder au niveau spontané
l'état des cassures. Et puis, on va regarder après l'irradiation au rayon X et après l'eau oxygénée qui crée des cassures simples et double brin. Avec les marqueurs, encore une fois, de la collection Copernic. Vous voyez évidemment que pour l'instant, nous n'avons pas exposé aux ondes les cellules. C'est voulu, puisque, encore une fois, notre démarche, elle se veut pas à pas. Et d'abord, on regarde, avec les protocoles qu'on connaît bien et les biomarqueurs qu'on connaît bien, la relation entre électrosensibilité et radiosensibilité. Diapo suivante. Alors, d'abord, le questionnaire. Alors, il y avait plusieurs types de questions, et notamment, l'idée, c'était de grader son inconfort ou ses douleurs lors d'expositions à différents appareils qui mettaient qui impliquaient différents types d'ondes, notamment différents types de fréquences. Et quand on a commencé à mettre les moyennes des grades, donc de 0 à 5, sur le graphe, on s'est aperçu que finalement, il y avait deux sous-populations. On s'est aperçu immédiatement de ça. Il y avait une sous-population que je qualifierais de faible bruit de fond, low background, LB, mais très responsive, très répondante aux ondes, donc LB, HR. À l'inverse, on avait un autre groupe qui était au départ très répondant à quelque chose. Et finalement, quand on déclenchait ces appareils, quand on les mettait en on, ils avaient une réponse très faible. Donc, ces deux sous-groupes, on les a répertoriés. On sait quel numéro de patient appartient à LBHR, quel numéro de patient appartient à HBLR. Diapo suivant. Ça, c'était à partir du questionnaire. Alors, je vous fais grâce parce que ce questionnaire a été un enfer pour essayer de joindre les différents types de questions. Parce que l'homme étant l'homme, on peut grader, comme c'est un questionnaire d'auto-évaluation, on peut dire 3 au lieu de 5, 0 au lieu de 3, et tout ça, il faut l'intégrer, ces biais, il faut les intégrer dans les analyses. Ce que l'on peut trouver cette fois avec l'autre partie des questions qui conservaient les différents organes, après exposition, avant ou après exposition aux ondes, c'est que le sous-groupe HBLR, donc les faibles répondants mais qui ont un taux de stress initial très élevé, était plutôt associé à des grandes fatigues, des défauts euh, de, de sommeil, des problèmes de sommeil et une influence sur l'activité intellectuelle, alors que les LBHR, donc les faibles répondants pardon, les faibles, je me suis trompé, les faibles background et les hautement répondants montraient plutôt des problèmes au niveau cardiaque, au niveau digestif, au niveau également de la nervosité, des acouphènes et des problèmes de peau. Diapo suivante. Nicolas, excuse-moi, je crois qu'il y a une petite question de compréhension là qui est posée dans le chat. On me demande si tu peux un peu réexpliquer, approfondir, l'idée de faible bruit de fond. Ouais, alors je reviens. Alors revenons à la diapo précédente. Dans chacune des questions du questionnaire, il y avait gradé votre réaction avant que l'appareil soit mis en marche et pendant ou après que l'appareil soit mis en marche. Donc avant, ça veut dire que vous êtes devant l'appareil, par exemple devant un ordinateur éteint, quel est votre degré d'inconfort? Ça, c'est ce qu'on appelle le taux initial, le taux spontané, ou en anglais le background. C'est-à-dire que si vous ressentez pas grand-chose, vous voyez ici que sur la diapo de droite, vous avez un degré d'inconfort qui est assez proche de 1, de 0,5 à 1, on va dire,
pour les LBHR, c'est-à-dire que quand vous avez un appareil éteint, vous n'avez pas grand-chose. Par contre, quand vous l'allumez, alors vous allez aller à un grade qui va être en moyenne de 3. Pour les patients qui souffriraient d'un haut background, c'est-à-dire d'un stress spontané élevé, devant un ordinateur éteint, leur degré d'inconfort, c'est 3 à 4, au lieu de 0 à 1. Et une fois que l'appareil est allumé, eh ben, ça ne change pas grand-chose. Il y a un incrément de 1, on va dire en moyenne un peu plus que 1, mais moins de 5. Un peu plus de 4, mais moins de 5. Donc c'est pour ça qu'on a ces deux groupes. C'est très important, nous, de voir ça. Pourquoi? Parce que quand on irradie ou quand on stresse des cellules, on a toujours le avant-stress, c'est-à-dire l'état spontané de la cellule, et puis le après-stress. Ben là, c'est pareil. Donc on va essayer de voir si au niveau biologique, on voit les mêmes choses. Toujours, sur le même sujet compréhension, peux-tu donc dire quelle est la différence entre le graphe A et le graphe B, s'il te plaît? Alors, le graphe H, c'est simplement les moyennes. On a tout moyenné. Et c'est seulement en regardant cas par cas, donc les 26 cas, où on s'est aperçu que finalement, la moyenne, vous voyez, des quelques points 0 à 1 en vert et 3 à 4 en rouge, eh bien, ça fait 2 à 3 sur le graphique de gauche. On peut Merci avancer? Oui. Nicolas, je crois que c'est assez clair. Mais on pourra y revenir. Donc, diapo suivante. Je dois avouer hein, que même pour les scientifiques, c'est la première fois hein, qu'on a analysé un questionnaire de cette façon-là. Hein. Donc, je peux vous dire que ça a été très difficile pour nous aussi. Alors, les premières analyses biologiques, ça a été finalement des marqueurs de réparation. Ici, vous voyez en bleu les noyaux des cellules et en vert ce qui correspond aux cassures. Les petits fossiles, ce sont des cassures. Qu'est-ce qu'on voit? Si on prend un patient radiorésistant, on ne voit pas de cassure spontanée. Hein, là, c'est l'état spontané. On voit rien. Zéro cassure, tout va bien. Pour les patients du groupe 2, donc ceux qui ne sont pas électrosensibles, mais qui sont faiblement radiosensibles, là, on a quelques cassures spontanées. De la même façon, pour les Déméter, donc là, c'était les LBHR, on a autant de cassures spontanées que le groupe 2. Par contre, vous voyez ici, sur le subset B, qu'il y a énormément de cassures spontanées quand on est high background, quand on a un taux de stress spontané élevé. Évidemment, tout de suite, on se dit, c'est le stress oxydatif, c'est-à-dire des cassures comme ça qui viennent, j'allais dire, de l'environnement ou qui sont endogènes, eh bien, on ne peut pas les inventer. C'est une vraie différence. Diapo suivante. Et si on regarde les choses d'une autre façon, eh bien, regardez le volet C. On s'aperçoit qu'il y a une partie de ce sous-groupe qui va au-dessus de 2 cassures par, par cellule, spontanément, et l'autre groupe qui est en dessous des 2 cassures par cellule, c'est les cellules vertes. Et on s'est aperçu par la suite que ce qu'on appelle subset A et subset B, puisqu'il fallait d'abord les appeler autrement que pour le questionnaire, correspondent à ce qu'on appelait, nous, les low background. Pour les faibles taux spontanés, c'est inférieur à 2 cassures. Et les high background, c'est supérieur à 2 cassures. Et on a observé également la même chose. Alors, peux-tu revenir en arrière sur les micronoyaux? Les micronoyaux, ce sont des cassures non réparées qui, quand la cellule va arriver en mitose, va éjecter ce fragment d'ADN qui va devenir chromosomique et qui devient un petit bout de noyau que l'on suit dans la cellule. Donc c'est le panel B qui nous montre les exemples de micronoyaux. Bah, ça, on peut le quantifier. Et diapo suivante.
Cette quantification des micronoyaux nous a permis d'avoir exactement le même, la même composition de chaque sous-groupe. C'est-à-dire qu'on regarde les cassures de l'ADN spontané ou les micronoyaux spontanés, on voyait la même chose. Diapo suivante. Si on croise les deux, hein, croiser les deux, ça veut dire mettre les micronoyaux spontanés en ordonnée, le nombre de cassures spontanées en abscisse, et vous voyez, il y a un trait pointillé que l'on a. Ce trait pointillé, c'est combien on a de micronoyaux par cassure spontanée. En gros, comme ça, quel est le lien entre les deux. Eh bien, c'est en associant nos milliers de cellules que l'on a déjà dans notre base de données, on a exactement la même loi mathématique qui régit ces deux paramètres. L'un est un paramètre qu'on appelle cytogénétique parce que ce sont les cassures chromosomiques. L'autre, c'est un paramètre moléculaire, ce sont les cassures de l'ADN. Eh bien, on voit qu'on a exactement la même chose, ce qui renforce vraiment l'idée que, en dépit du fait qu'on a 26 patients et que on a deux sous-groupes, donc c'est à peu près une dizaine de patients par groupe, eh bien, on a des relations entre les différents événements qu'on retrouve dans d'autres types cellulaires, quel que soit le phénotype. Donc ça, c'est très important parce que je sais que le premier reproche, c'est d'avoir aussi peu de patients. C'était la première fois hein, qu'on faisait ça, hein, donc on part de zéro et on est arrivé à 26. Hein. Diapo suivant. Voilà. Si on allait plus loin, c'est-à-dire si on cultivait les cellules qui ont des taux de cassure spontanée très élevés, eh bien, au fur et à mesure des passages, donc des passages, c'est on repique les cellules, hein, comme on les amplifie, elles vieillissent. Donc, en les faisant vieillir, on s'est aperçu que la protéine ATM montrait peut-être Sophie, tu peux montrer avec ton curseur, des couronnes. Donc, dans le 23, la 24, on voit une localisation périnucléaire d'ATM. Et ces couronnes, à chaque fois qu'on a ATM tout autour, donc c'est les 23, les 24, eh bien, c'est généralement ce que l'on observe après des syndromes associés au vieillissement. Alors, c'est quoi? Quel est le mécanisme? Eh bien, en fait, quand on a un stress latent comme ça, on va avoir, comme je vous ai dit tout à l'heure, ATM qui va se monomériser et on va avoir au goutte à goutte des ATM qui vont venir en direction du noyau pour réparer les cassures. Sauf qu'imaginez que vous ayez une protéine X qui est plutôt périnucléaire, c'est-à-dire que vous avez un piège à ATM qui est autour du noyau eh bien, vous allez avoir une interaction entre ces protéines X et ATM, et vous allez avoir une couronne périnucléaire qui va suivre le noyau et qui va empêcher les ATM de passer dans le noyau. Ces couronnes périnucléaires ont été observées dans différentes maladies neurodégénératives et notamment dans la maladie d'Alzheimer. Ici, vous voyez sur le panneau de droite des couronnes ATM. On a déterminé la protéine X, une des protéines X de la maladie d'Alzheimer, qui s'appelle ApoE. Alors, on la voit mal, c'est les petits carrés roses sur le petit schéma. Et chez ces patients-là, ApoE est C'est ça? surexprimé tout autour du noyau, voilà. C'est Et ça? c'est ça, oui. Et au fur et à OK. mesure, ATM va se coller à ApoE et va former des couronnes. Alors, j'ai pas dit que tous les HBLR, tu peux revenir Attends, je n'ai pas dit que tous ouais, les là sur le HBLR allaient avoir Alzheimer, pas du tout. Mais en tout cas, des manips supplémentaires seront requises pour déterminer si dans ces cellules-là, on a des protéines X qui sont périnucléaires, c'est-à-dire qui sont
localisés autour du noyau. Diapo suivante. Ça, tout ça, c'était jusqu'à présent, on n'a pas irradié. Et là, maintenant, on va irradier. Du coup, qu'est-ce qui se passe? En irradiant, on regarde le nombre de cassures de l'ADN. Normalement, le nombre de cassures, le nombre de fossiles, vous voyez, dans Copernic groupe 1, c'est à peu près 80. Ça veut dire qu'il y a 80 cassures et elles sont toutes reconnues. Sur les 26 patients sur 26, les cellules d'Éméter, quel que soit le sous-groupe, montraient définitivement moins, j'allais dire quasiment 2 fois moins de cassures, de fossiles, que la normale. Ça voulait dire quoi dans notre modèle d'ATM? Eh bien, ça veut dire qu'ATM, il est retardé dans le cytoplasme par des protéines X et le flux d'ATM est diminué probablement de 2 fois, si bien que ATM, quand il rentre dans le noyau, ne peut reconnaître que la moitié des cassures. Donc, ça veut dire quoi? C'est typiquement la définition du groupe 2. Ça veut dire que quel que soit LBHR ou HBLR, le point commun des 26 cellules, des 26 lignées fibroblastiques de nos 26 donneurs, c'est un retard d'ATM après une dose de rayon X classique, et ça en fait des cellules du groupe 2. Donc on peut dire aujourd'hui que du point de vue radiobiologique, l'électrosensibilité telle qu'on le voit chez ces 26 patients, elle a un point commun, c'est qu'il y a un retard d'ATM radio-induit qui les fait appartenir au groupe 2. Sous-entendu, si un jour des patients électrosensibles sont soumis à une radiothérapie, il faudra faire attention parce que on peut avoir des réactions tissulaires, des réactions secondaires de la radiothérapie qui ne seront pas mortelles puisqu'on n'est pas dans le groupe 3, mais qui seront significatives parce qu'on n'est pas dans le groupe 1. Diapo suivante. Alors, on a Heu, un autre marqueur. Oui, Nicolas, avant là, j'ai des petites questions de compréhension, je pense. oui. Je suis pas sûre que tout le monde a bien compris, le terme de faucille. Alors, le fossile, c'est simplement des points lumineux qui sont activés au, au site des cassures de l'ADN. C'est-à-dire que chaque fossile correspond à une cassure. Et deuxième question de compréhension, quand tu parles de stress, est-ce que, c'est en rapport avec le stress oxydatif? Alors, oui. Alors, bon, en tant que radiobiologiste, pour nous, on dit stress tout court parce que on veut pas, j'allais dire, euh, anticiper l'idée que ça soit lié à l'oxygène, ça peut être lié aussi à l'azote. Donc c'est pour ça qu'on ne dit pas stress oxydatif tout de suite, mais ici, dans ce cadre-là, oui, à chaque fois que j'ai dit stress, on peut dire que c'est le stress oxydatif. OK, merci. Et donc il y avait quelqu'un qui, reformulait, donc est-ce que c'est bon? Le groupe A correspond au HbHR et le Oui, groupe B au HbLR. alors, je- en fait, la démonstration, je suis désolé, mais je suis obligé d'appliquer notre approche, c'est que Euh, quand on a vu deux sous-groupes avec les données biologiques, on a dû l'appeler A et B parce qu'on n'avait pas encore fait on n'avait pas fait le lien avec ce qui nous venait du questionnaire. Mmh. Donc effectivement, à la fin, la conclusion c'est A et B, ça correspond bien à LBHR et HBLR. Alors là, je crois que c'est l'une des dernières diapos. Ce que je vous ai pas dit et discuté, c'est l'usage d'une protéine qui s'appelle MRE11. Cette protéine qu'on utilise régulièrement dans l'approche Copernic, c'est une protéine qui casse l'ADN. Alors elle est très intéressante parce que suivant son comportement, on va savoir si on est plutôt, entre guillemets, prédisposé au cancer et à la prolifération, ou plutôt au vieillissement accéléré. Rappelez-vous les trois types de radiosensibilité. Donc, quand on applique en immunofluorescence
l'anticorps anti-MR11, on voit aussi des faucilles. Mais ces faucilles ont la particularité d'être au niveau cinétique, c'est-à-dire en fonction du temps, complètement différents. Souvent, quand on voit beaucoup de faucilles MR11, c'est associé au fait que la cellule va essayer de réparer son ADN en faisant des cassures supplémentaires. En gros, c'est les cassures supplémentaires. Et si elle le fait, c'est plutôt des syndromes de cancer dont on voit. Donc quand vous voyez ici sur le panneau de droite un pic précoce du nombre de faucilles, MRE11, eh bien, c'est plutôt des syndromes associés au cancer, cancer Prodness. À l'inverse, si on a des taux de faucilles MR11 qui sont très bas et qui augmentent très lentement, eh bien, c'est plutôt associé au vieillissement accéléré. Et puis, on a hélas l'inconnu, c'est-à-dire que des fois, on n'en voit pas du tout. Alors là, c'est plutôt, alors c'est à la fois intéressant et embêtant. C'est intéressant parce que ça veut dire que la protéine qui est impliquée, qui serait mutée dans ces cellules, eh bien, elle va être euh, collée à MR11 et elle va jouer avec en même temps qu'MR11. Donc ça réduit le champ des possibles pour la déterminer, cette protéine. Mais souvent, quand on n'a pas de fossiles, on ne sait pas si c'est la manip qui n'a pas fonctionné ou si c'est vraiment, il n'y a pas de fossiles du tout. Donc c'est pour ça qu'on a mis ça en orange avec un point d'interrogation. Donc, en conclusion, tout ce qui est plutôt LBHR en vert serait plutôt associé au cancer, alors que à la prédisposition au cancer, alors que tout ce qui est associé en rouge avec des taux de Fossier MR11 très lents, comme avec les couronnes d'ATM, serait plutôt associé à un vieillissement accéléré. Évidemment, quand je dis ça, il faut qu'on fasse d'autres manips pour bien déterminer quelles sont les protéines X qui sont impliquées. Diapo suivante. Donc en fait, sur ce panneau-là, vous avez une conclusion provisoire. La conclusion provisoire, c'est de dire, si je considère la radiosensibilité comme une radiotoxicité, c'est-à-dire un phénomène associé à une mort cellulaire, notamment après une dose de radiothérapie, alors on peut dire que tous les patients, les 26 sur 26 traités, tous les donneurs, sont associés à un retard d'ATM et à une certaine radiosensibilité, dit de groupe 2. Ça, c'est le point commun. Par contre, sur les 26, on a deux sous-groupes. On a les groupes avec peu de cassures spontanées, mais très fortement répondant aux ondes. Là, on le voit notamment avec les fossiles MR11 précoces, comme on l'a dit tout à l'heure, ils sont associés plutôt, je dis plutôt, à une prédisposition au cancer. Encore une fois, le mot prédisposition ici, ça ne veut pas dire risque absolu de. Ça veut dire prédisposition. Euh, pour les HBLR, c'est-à-dire les cellules qui ont des taux de cassure spontanée très élevés, mais qui sont moins répondantes aux ondes, alors on a plutôt un phénotype qui est associé à un vieillissement accéléré. Diapo suivante. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, si on regarde la radiosensibilité, donc là, regardez le X-rays, donc le panneau le plus à droite, eh bien, que l'on soit EHS, cancer du sous-groupe A ou du sous-groupe B, c'est-à-dire LBHR ou HBLR, on a de risque d'avoir des réactions secondaires à la radiothérapie. Donc ça, c'est, j'allais dire, un point énorme, puisque ça fait rentrer les électrosensibles dans un groupe moléculairement déjà défini, très documenté, en radiobiologie, c'est-à-dire en radiosensibilité clinique. C'est la première fois, à ma connaissance, qu'il y a déjà
une définition de l'électrosensibilité aussi moléculaire que ça. À quoi on peut s'attendre pour les ondes? Ben, comme les 26 patients, les 26 donneurs sur 26 appartiennent au groupe 2, ça veut dire qu'ils ont forcément des protéines X. Alors, il peut y en avoir 26 différentes, hein, des protéines X qui sont surexprimées, anormalement surexprimées. Euh, Hier, on a eu des questions avec Sophie qui introduisent déjà ça. Ce qu'on sait des groupes 2, c'est souvent ce sont des maladies associées à des mutations hétérozygotes, c'est-à-dire une copie est mutée et l'autre pas. Et une mutation hétérozygote n'est pas associée à la disparition de la protéine. Elle est plutôt souvent associée à une surexpression de la protéine et une délocalisation un peu anormale dans la cellule. Eh bien, comme je vous l'ai montré avec les couronnes, pour les groupes 2 qui sont plutôt associés au vieillissement, ces protéines X vont être abondantes tout autour du noyau, ce qui va former la couronne. À l'inverse, pour les patients qui sont plutôt associés au cancer, ça va être des protéines X qui seront plutôt à chercher dans le cytoplasme, un peu dispatchés partout, mais avec un taux élevé de précoce de Fauci et Merlons. Donc, tous ces indices-là, on va évidemment les regarder au niveau des expositions aux ondes. Mais on peut très bien avoir aussi une différence entre l'expression de la protéine après irradiation et ce que l'on sait de cette protéine après une exposition aux ondes. Et on peut aussi imaginer encore pire que suivant la fréquence de l'onde, suivant sa longueur d'onde, on ait éventuellement des comportements, des phénotypes très différents. Donc ça veut dire que là, on a caractérisé les cellules en spontané, en irradiation. Je n'ai pas parlé de l'oxygéné, mais vous pourrez regarder dans le papier. Euh, on a ici une évidence que tout tourne autour du stress oxydatif et des relations, j'allais dire, entre la reconnaissance des cassures et la réparation. Les ondes ne font pas de cassures, contrairement aux rayons X. Donc ça veut dire que s'il y a un problème, ça sera uniquement les cassures justement spontanées, les cassures endogènes qui peuvent être faites soit de façon spontanée, soit pendant une réparation. Diapo suivante. J'ai fini, je crois il reste deux diapos. Voilà. Alors, bah, c'est un peu ce que j'ai dit. Donc, oui, aujourd'hui, on peut dire que on peut définir avec ces données un phénotype moléculaire de ces cellules d'émetteurs qui est très documenté, hein. On rejoint le groupe 2. Euh, il y a deux groupes. Alors autant, même si on a 26 patients, c'est pas le fruit du hasard. Avoir 26 sur 26 comme groupe 2, vu les contraintes entre chacun des marqueurs, c'est pas le fait du hasard. Par contre, là où je peux pas m'exprimer de façon très claire et très définitive, c'est que les deux types de HS, peut-être qu'on va en découvrir un troisième, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour l'instant, on en a deux. Euh, En ce qui concerne le lien entre le questionnaire et la biologie, c'est la première fois que l'on établit ce lien. Alors bon, on parle de 64% d'identité, c'est déjà fantastique parce qu'on sait qu'un questionnaire est bouffi de biais d'anamnèse et donc que l'on peut éventuellement avoir une relation qui n'est pas aussi bonne. Là, elle est quand même assez solide et c'est pour ça que dans un premier temps, hein, comme je vous l'avais dit, on analyse le questionnaire, on trouve des sous-groupes qu'on a appelés 1 et 2 dans le papier. On regarde la biologie, on trouve des sous-groupes qu'on a appelés A et B dans le papier. Et ensuite, on regarde et on s'aperçoit que 1 et 2 est à peu près la même chose que A et B. Mais on était obligé de faire comme ça. Donc, évidemment, ce qui est le plus important, c'est la suite. C'est faire les manips avec les différents types d'ondes. Et là, on pourra parler effectivement
de documentation et de tests de prédiction. Parce que là, faire un test Copernic qui va vous dire vous êtes groupe 2 ne vous dit pas aujourd'hui que vous êtes électrosensible. Par contre, on sait que les électrosensibles sont du groupe 2. Donc, il va falloir avoir des marqueurs plus importants et surtout, le plus dur, c'est déterminer ces fameuses protéines X qui limitent la reconnaissance de cassure en empêchant tous les ATM de passer dans le noyau. Donc, à nouveau, merci aux volontaires de la cohorte. Merci à l'association et à Sophie. Merci également aux financeurs et les institutions qui sont co-autrices du papier. Ben, je vous demande de regarder sur le papier si vous voulez avoir des détails avec qui on a travaillé. Voilà, merci. Merci Nicolas. Je crois que c'est ta dernière diapo. Il y Oui, avait une question sur un schéma, donc si je peux oui. revenir un petit peu en arrière, je pense que, je crois, François, je crois que c'était celui-ci. Si tu peux me confirmer par le chat, ou celui-ci, je sais plus. Enfin, sinon, c'est pas très grave parce que, en fait, je sais pas, lequel, s'il y a un problème, François, tu reposes la question. On va essayer de brosser, un peu les nombreuses questions qu'il y a. Je vais peut-être couper le partage. Ah, là, groupe 2. Ah ouais, mais là, c'est pas assez précis. Bon, on va faire dans la discussion. J'arrête le partage. Voilà. Alors, bah, déjà, merci Nicolas pour bah, l'étude et puis toute cette présentation extrêmement riche et très importante pour nous. Et rassurez-vous, c'est pas facile pour nous aussi dans la compréhension, hein. On est dans un domaine qu'on connaît pas, hein. Donc voilà, on explore. Ouais, tout à fait. Déjà, c'est Imaginez, bien d'avoir imaginez-vous commencé. avec une frontale dans un tunnel. Oui, c'est ça. Déjà, alors, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions, tu imagines. Je ne sais pas si on réussira à toutes les prendre. On verra comment on fera pour celles On qui peut les souhaiteront se enregistrer, Oui, je oui, pourrais voilà, on répondre essaiera de une faire par ça. une. Oui. Déjà, il y a pas mal de questions sur alors, la suite. Là, je viens Qu'on- de voir quelque chose là, au fur et à mesure que. Est-ce que les EHS peuvent faire des scanners ou des radios? oui, il y a beaucoup de questions autour de ça. Est-ce qu'on Voilà, peut alors, très bien. voilà, savoir un peu pour soi et qu'est-ce qu'on risque, comment il faut s'y prendre pour. Alors, oui, effectivement, le fait d'être EHS et donc groupe 2 dit, en théorie d'après nos modèles, que ces patients souffrent d'une radiosensibilité modérée. Attention, la définition du groupe 2 est faite dans des conditions de radiothérapie, c'est-à-dire à une dose qui est suffisamment forte, qui est ciblée sur la tumeur ou éventuellement au contour des tissus sains. Elle est 1000 fois plus élevée qu'une mammographie, 100 fois plus élevée qu'un scanner, et 10 000 fois plus élevée qu'une radiographie osseuse. Donc, les effets seront complètement différents. Alors, passons les choses en revue. Euh, les radiographies dentaires n'ont aucun effet clair sur les cellules, même pour des groupes 2. Donc, on oublie. Les radiographies osseuses, de la même façon. Euh, Attention, faut pas trop répéter, mais quand c'est des radiographies osseuses pour savoir si on a une fracture, c'est quand même aussi important. Faut aussi voir les deux côtés. Mais Hmm. les radiographies osseuses, euh, typiquement, même s'il y a deux, trois clichés et vous en faites, j'en sais rien, moi, trois fois, pardon, une fois tous les 3 ans, ça ne fait rien du tout. Les mammographies, ça commence à être un petit peu différent parce que dans les mammographies, vous avez parmi les groupes 2 des maladies qui sont associées à une prédisposition très forte de cancer du sein, notamment les mutations BRCA1, BRCA2, P53 et aussi ATM hétérozygote, hein, pas homozygote mais hétérozygote.
Là, il faut se poser la question à la fois des antécédents, etc., parce que on rentre dans un domaine où les faibles doses peuvent agir particulièrement sur le tissu sain du sein. Et du coup, là, c'est une grande question que, depuis 2011, on se pose dans la communauté des radiobiologistes. Donc, il faut réfléchir parce qu'il y a des effets des faibles doses qui sont non linéaires, c'est-à-dire où le risque est très élevé à très faible dose. C'est le cas des mammographies. Pour les scanners, le sujet est différent. Pourquoi? Parce que vous faites un scanner. Pourquoi? Si votre pronostic vital est en jeu, il faut faire un scanner. Faut pas tergiverser. Et voilà, ça c'est important. Entre parenthèses, l'IRM n'a rien à voir là-dedans, hein. On est bien d'accord, c'est du non ionisant. Par contre, euh, les scanners, on sait par exemple que des patients du groupe 3, les enfants ataxiques, s'ils font un scanner, c'est 100% de risque de cancer. Mais attention, ce sont du groupe 3, c'est pas du groupe 2. Donc, quand vous êtes face à un scanner, il faut d'abord vous dire quel est le bénéfice de ce scanner pour moi. Si votre enjeu, il est vital, faut pas se poser de questions. Après, là, pour les groupes 2 et la prédisposition au cancer, on parle éventuellement de succession de scanners, ce qui de toute façon n'est pas le cas quand on en a un, à la suite notamment d'un accident. Donc, à part la mammographie pour les femmes avec des antécédents familiaux, tout le reste, tout ce que je viens de dire, vous pouvez, le risque ne sera pas significatif. Le risque OK. radio-induit ne sera pas significatif. De toute façon, enfin, nous, on a prévu de saisir la Haute Autorité de Santé, là, sur, la base de cette première publication, justement, notamment sur ces questions-là, puisque, voilà, ça serait un moyen aussi que, on commence à avoir une réaction, du corps médical par rapport Alors, à d'autres sujets aussi, quoi, de pour la savoir réaction, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire, alors il y sur a deux le choses. voilà. Oui, Mmh. il y a deux choses. La réaction de l'HAS, je la connais, elle va être, il n'y a que 26 patients, point barre, voilà. J'aurais bien aimé avoir le, euh, l'avis de la HAS pour des maladies très rares dont le nombre de patients ne dépasse pas 15 dans le monde. D'accord. Bon. Ça nous empêchera pas de la poser quand même. Ouais, mais absolument, absolument, j'ai bien compris, j'ai bien compris. Par contre, l'autorité de sûreté nucléaire, et là je l'ai dit hein, dans le diapo, depuis février 2019, demande aux praticiens une justification de l'exposition aux radiations pour des patients radiosensibles. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. OK, merci. Alors, je crois dans le diapo, je suis pas sûre que tu aies parlé des expériences qui ont été faites avec les antioxydants, parce qu'on a des Alors, questions c'était volontaire parce que bon, c'était un doublon, sur, bah, voilà, justement pour la gestion du l'oxygéner. stress, et est-ce que Alors, voilà, un peu les perspectives par rapport à c'est notre, ça. problématique? Alors, l'oxygéné est un complément pour les manips sur les radiations parce que, suivant sa concentration, l'oxygéné fait des cassures simple brin ou des cassures double brin. Et ce qu'on a voulu savoir avec l'oxygéné, c'est si les patients LBHR ou HBLR se comportaient de façon différente et surtout, si un agent antioxydant pouvait gommer tout le reste. Donc la question, à la première question, oui, l'EHS, mais on le savait presque déjà avec les rayons X, c'est un problème de cassure de l'ADN, mais attention, ce ne sont pas les ondes qui créent les cassures, c'est les cellules et leur instabilité qui en créent, hein. Rappelez-vous les taux de cassure spontanée pour les LBHR et les cassures spontanées pour les HBLR. Donc, on crée nos propres cassures. La deuxième question, c'est est-ce qu'un antioxydant qui gommerait ces cassures pourrait apporter quelque chose? La réponse est clairement oui. Parce que moins il y a de cassures, moins il y a de l'implication dans ATM et moins il y aura d'erreurs ou de manque de reconnaissance de cassures.
Donc, c'est sûr que si il y avait aujourd'hui un grand principe euh, pour un traitement ou une contre-mesure, comme on dit dans le domaine spatial, ça serait l'utilisation d'antioxydants. Attention, il y en a 36 000 des antioxydants. Et il y a des effets secondaires aussi qui sont associés aux antioxydants. Donc, les manips que l'on va faire avec les ondes vont également mettre en jeu différents types d'agents antioxydants. Et là, on aura une réponse également. OK, merci. Alors j'ai des questions un peu pointues, je sais pas, on demande s'il y a un effet corona, alors je sais pas ce que c'est et sinon deuxième question qui a l'air un petit peu pointue, alors il y a quelqu'un qui dit: «Cette modification des fibroblastes qui sécrètent la matrice extracellulaire peut-elle expliquer des surcharges métaboliques communes au syndrome de sensibilisation centrale?» Je Alors, sais bon, là, on a utilisé des fibroblastes tout simplement, et ça, on le dit très clairement dans le papier, parce que, un, l'utilisation de lymphocytes peut être artefactuelle, puisque les lymphocytes vont mourir par apoptose et on peut avoir cette mort très très spécifique des lymphocytes, pas dans d'autres types de tissus. Et les fibroblastes de peau sont l'image du tissu conjonctif, effectivement, de tous les tissus conjonctifs même sont plus proches que des astrocytes que des lymphocytes, hein. Bon, les astrocytes, cellules du cerveau. Donc là, on utilise les fibroblastes de peau comme modèle cellulaire. Mais ça ne veut pas forcément dire que le HS se limite à des effets cutanés. Puisque, par exemple, pour la maladie d'Alzheimer, on a montré sur des fibroblastes de peau de patients Alzheimer, les fameuses couronnes. Évidemment, ces fameuses couronnes, on les attend dans les astrocytes de l'hippocampe, notamment, chose que l'on ne peut pas voir du vivant de la personne. Donc, l'idée ici, c'est ne pas confondre le modèle cellulaire qui nous permet de dire, OK, ce qu'on voit sur les fibroblastes, on va le voir d'une façon ou d'une autre, amplifié ou pas amplifié, sur différents autres tissus. Et donc, le HS va concerner différents types d'organes et de tissus. Rappelez-vous les réponses aux questionnaires qui concernent les organes. Euh, Concernant la maladie dont vous parlez sur le collagène et le tissu conjonctif, les, le tableau clinique de cette maladie est trop spécifique pour ne pas passer à travers. Après, est-ce qu'il y a un lien entre EHS et cette maladie-là? Ben, il faudra faire les manips. Je suis désolé de rapporter des réponses un peu de normand, mais on sort de 50 ans d'obscurantisme et d'obscurité. Et c'est pas maintenant qu'on va dire oui, oui, non, non. Seule l'expérience montrera les choses. Donc, on est vraiment à la toute première marche de l'escalier. On t'entend plus, Sophie. Alors oui, oui, c'est bon, j'avais coupé. Alors il y a un certain nombre de questions qui tournent autour de, la problématique des, HBLR et du stress dit, spontané. Pour savoir, est-ce qu'on a une hypothèse sur l'origine, endogène de ce stress, Hmm. oxydatif? Alors, Quel peut être le rôle, des, champs, extrêmement basse fréquence, et cetera, et cetera. Voilà et alors, comment on le gère? Voilà. alors, si on part du principe que le HS est une maladie de groupe 2, ça veut dire qu'il y a des mutations hétérozygotes ou une mutation hétérozygote, peut-être également de novo, parce que, alors de novo, c'est pendant la formation de l'embryon, qui fait que on va avoir une protéine, au moins une, qui va être surexprimée et qui va être localisée de façon anormale dans le cytoplasme des cellules. Et cette protéine, dite X, va
s'associer à ATM avant qu'ATM passe dans le noyau et limiter ainsi le flux d'ATM et la reconnaissance. Donc tout l'enjeu ici, c'est de déterminer les protéines, les ou la protéine X. Peut-être qu'il y aura une seule protéine X pour HBLR, j'aimerais bien. À mon avis, ça ne sera pas le cas. Alors, est-ce que c'est une protéine X par individu? Théoriquement, oui. Mais souvent, on a quand même des points communs, on le voit avec la radiosensibilité. Donc, on va dire qu'il y aura plusieurs protéines X à chercher. Ça va être l'enjeu des années à venir. Et pourquoi je veux passer aux ondes? Parce que le comportement et l'expression et la traduction d'une protéine X peut être complètement différent après rayon X ou après onde. Et donc, c'est comme ça qu'on verra et qu'on identifiera ces protéines. Des changements post-traductionnels, comme on dit, vont éventuellement être euh, à la clé de tous ces mécanismes. On en parle dans le papier. Merci Nicolas. Alors il y a un certain nombre de questions de volontaires. Alors il y a 2 questions. C'est un, savoir si, chacun pourra avoir, ses résultats. Et la deuxième question, c'est des inquiétudes sur le fait qu'à l'époque où, la biopsie a été faite, ils, n'étaient plus forcément en phase aiguë ou, bien ils avaient, subi, comme une IRM avec, agent contrastant. Est-ce que ça a pu, voilà, Alors, faire des problématiques, dans l'expérience? je vais répondre à la deuxième question, parce que je me souviens plus de la première déjà. Mais je réponds à la deuxième question, là, mais on verra après. C'est comme le burger de la mort, là, c'est vraiment compliqué de se souvenir des questions avant. Concernant les biopsies, comme toute biopsie, on va prendre de la peau et on va l'amplifier. Ça veut dire que les cellules filles, s'il y a eu traitement, quel qu'il soit d'ailleurs, ou un produit dans l'organisme, les cellules filles qu'on va avoir in vitro n'auront jamais vu ce produit et seront débarrassées de ce produit. Donc on a vraiment, quand on fait une biopsie, un prélèvement qui va être complètement indépendant de tout produit qu'on injecte ou qui est présent dans l'organisme. Bon. Donc ça, si la veille vous avez eu une IRM avec un agent de contraste, c'est sûr qu'on ne va pas retrouver l'agent de contraste dans les cellules filles in vitro de cette biopsie. Ensuite, je me souviens plus des questions. Donc il y avait la question de savoir est-ce que les gens auront leurs résultats Ah, individuels? alors, Je connais la réponse, mais voilà, la réponse, elle est très très claire et très ferme. Chacun des volontaires, des 26 volontaires, ont signé un document qui s'appelle, c'est la loi française, hein, un document qui s'appelle le consentement, euh, éclairé. comment? Éclairé, Consent voilà, le consentement éclairé, qui dit très clairement que et vous le voyez ici, l'objectif de l'étude est collectif. Dans toute étude clinique, il y a une clause d'alerte. C'est-à-dire que si pendant l'étude, on voit que le comportement de cellules, ça existe pour nous, pour Copernic, est vraiment complètement, j'allais dire, déconnant et complètement risqué et montrerait un phénotype pour un patient qui serait vraiment de l'ordre du pronostic vital, euh, là, on peut casser effectivement l'anonymat. Mais ici, et c'est aussi le succès de cette étude, c'est que là, on a pu, de façon complètement indépendante, définir des groupes, des sous-groupes. Quand on aura un test suffisamment spécifique, pour dire, voilà, c'est un test de EHS pour LBHR ou HBLR, là, le test, il est fait pour la personne, donc pas de problème. Mais tout ce qui est recherche ici pour l'instant,
et tous les volontaires futurs seront traités de la même façon, c'est-à-dire tant qu'il n'y a pas sur nos marqueurs des signaux comme quoi, en gros, en radiosensibilité, c'est aide groupe 3. Mais aide groupe 3, le tableau clinique, les symptômes sont tellement, tellement marqués, tellement significatifs, et je vous rappelle que c'est un syndrome, ce sont des syndromes généralement qui sont pédiatriques. Euh, on le sait depuis l'âge de 1 ou 2 ans chez les patients. Donc, à part ces exceptions, pour l'instant, et tant qu'il n'y a pas de test spécifique, pour l'instant, il n'y a pas de divulgation de réponse individuelle. Ça, c'est... De toute façon, je vais même vous dire, moi, je ne sais, je n'ai que des numéros. La seule personne qui a la correspondance, c'est celui qui vous a prélevé. Mmh. Et il est tenu à garder ça secret, point barre. Mais ça, c'est le principe euh, de n'importe quelle étude. Le temps qu'on m'a mis pour faire cette étude, c'est encore autre chose, parce qu'on a eu plein, Mmh. plein de problèmes. Mais le principe de l'étude sur l'anonymat, il est très, très clair. Donc, au Mmh, je contraire, pense je que dirais tu as même, on raison. peut imaginer que des volontaires d'émetteurs puissent demander un test une fois que nos tests Ouais, seront appliqués. Mais validé. Tout c'est à fait. pas demain. Donc là, on est au début du process, donc Voilà. voilà. En tout cas, nous, en tant qu'association, ce qu'on va faire, c'est qu'on va alors, HAS, c'est peut-être, autorité de sûreté du coup, aussi nucléaire, heu, pour, bah, surtout le côté radiosensible, effectivement, il y a un tas de questions sur, bah, oui, mais si je dois aller dans un appareil, donc ça, je pense que c'est important qu'on le fasse nous en tant qu'association. On a aussi pas des questions sur, les IRM. Alors les IRM, ça fonctionne un peu différemment, hein. Ça envoie des ondes, Ça fait pas de enfin du cassure sang, supplémentaire. Oui. ça c'est plutôt là, ça émet pas, du ionisant, mais ça émet des pulses, de champs magnétiques, hein, donc ça, c'est effectivement une autre question. Alors il y a des questions autour Alors, justement de pardon, je réagis par rapport à ouais, pardon. l'IRM. Je ne sais pas. Voilà. Oui, Je ne aujourd'hui, sais pas. mais en tout cas, Aujourd'hui, on ne voilà, sait c'est pas. On est plutôt dans une situation où, de toute façon, tant que ça ne fait pas plus de cassures, parce que l'IRM ne fait pas ouais. n'est pas un énorme inducteur de cassure, ça n'aggrave pas le cas. Mais Mmh. je ne sais pas. Ça sera à se poser plus tard, ça. Bah, c'est-à-dire que pour les électrosensibles, effectivement, aujourd'hui, on ne sait pas, vu que ça émet des champs électromagnétiques, Voilà, c'est pour ça. l'instant, on a un gros point d'interrogation et c'est ce que tu disais, faut voir le risque, enfin, le bénéfice-risque, effectivement, de passer là-dedans. Après, il y a des questions plutôt alors, liées aux cofacteurs, potentiels du type, la maladie de Lyme, les pollutions diverses et variées aux métaux, ou aux terres rares, hein, type, bah, les agents de contraste, et cetera. Voilà. Est-ce qu'on peut dire quelque chose là-dessus? Alors, euh, je vais raisonner par l'absurde. Tous les gens qui ont la maladie de Lyme sont-ils électrosensibles? Tous les électrosensibles ont-ils la maladie de Lyme? On le saurait. On le saurait. Donc, par contre, est-ce que la maladie de Lyme est une maladie de groupe 2? Est-ce qu'il y a des prédispositions pour l'avoir? Ça, c'est important parce que ça veut dire que on peut se retrouver avec des protéines X qui n'ont rien à voir avec le HS, mais dont l'effet va s'associer. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que, encore une fois, on les a appelées X ces protéines parce qu'elles peuvent changer d'un individu à un autre. Mais on peut aussi avoir des individus qui souffrent de, entre guillemets, plusieurs maladies. Donc, ils vont avoir la maladie X1 et puis la maladie X2 avec des protéines X1 et X2 qui vont s'associer pour limiter le flux d'ATM. Donc, ça, effectivement, sans qu'il y ait une relation entre les deux maladies, à un moment donné, il peut y en avoir parce que il y a une combinaison, pas une compétition, mais une combinaison des protéines X. Ce que l'on dit également, c'est que suivant le tissu, donc j'en reviens à la réponse tissulaire, on a des protéines qui sont naturellement surexprimées. Par exemple, dans le cristallin, on a publié, nous,
un papier qui montre qu'il y a des protéines dans le cristallin qui sont surexprimées, qui se trouvent être des protéines X et qui, associées à d'autres protéines X de l'individu, font que l'individu va être plus prédisposé aux cataractes. Donc, encore une fois, il faut voir à la fois le multi-échelle, le multi, j'allais dire, organes, donc des signes différents de l'EHS suivant les différents organes. Ça, c'est, j'allais dire, presque facile de démontrer ça. Par contre, est-ce qu'il y a des associations, des cocktails explosifs entre telle ou telle maladie? Voilà. Alors, concernant les métaux et d'autres produits, ça, je suis très très content que vous posiez cette question aujourd'hui, parce que récemment, dans le labo, on a fait plusieurs expériences sur des cellules résistantes, des groupes 1, qui ont montré des signes comme des groupes 2. Je m'explique. Le la théorie du modèle d'ATM est basée sur les protéines X. Mais on peut imaginer des molécules X qui interagissent avec ATM et qui lui interdisent le passage dans le noyau. Et on sait par exemple que certains métaux, ATM peut être couvert de certains métaux qui empêchent ATM de passer dans le noyau. Récemment, on a fait des expériences sur la caféine, où la caféine a une attraction particulière pour ATM. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas boire de café, etc. Ça n'a rien à voir pour l'instant. Mais ce que je veux vous dire, c'est que aux protéines X s'associent des molécules X. Et donc là, on n'est plus dans un système endogène, on est dans un système environnemental où effectivement, si votre environnement, vous êtes baigné par je ne sais pas quoi, avec l'eau du robinet, par un métal, etc., et que vous avez plus ce métal dans vos cellules que tout autre, il peut éventuellement, s'il agit sur ATM, aggraver, accroître la réponse et j'allais dire passer de LBHR à HBLR ou peut-être l'inverse en fonction des ondes, j'en sais rien. Mais voilà, donc encore une fois, il y a à la fois endogène, savoir que les ondes ne font pas des cassures, mais vont agir sur telle ou telle protéine en post-traductionnel pour éventuellement donner une réponse anormale aux cassures endogènes. Et puis, il y a l'aggravation de tout ça avec l'intervention probablement environnementale de tel ou tel agent. D'où l'efficacité des agents antioxydants qui permettrait de diminuer le nombre de cassures, qu'elles soient dues à l'aspect endogène ou qu'elles soient dues à l'effet environnemental. Après, euh, les antioxydants, je veux dire, il y en a de partout, en vente, il y en a des efficaces et il y en a qui ne sont pas efficaces. Donc là, on aura aussi des réponses à vous donner. Et merci. Je résume les questions parce qu'il y en a énormément, énormément. Donc, on essaiera, voilà, on verra comment on fera pour On celles y qu'on n'aura répond. pas réussi à répondre. Il y en a tout un groupe qui tourne autour de bah, un peu la suite des événements. Déjà, est-ce qu'il y aura de nouveaux recrutements de volontaires? Quelles sont les pistes de financement? Quel, type d'ondes, vont, être utilisées? Est-ce que ça sera des ondes, type, vrai Wi-Fi, vrai 5G, donc c'est-à-dire, pas juste la fréquence, mais avec la modulation? Quid aussi des champs extrêmement basse fréquence? Voilà un petit peu, toutes les et je pourrais te Alors, les poser au fur et à d'abord, mesure si tu veux oublier la première. alors, cette cohorte de 26 patients d'émetteurs 1, on a 20 ans pour l'exploiter. Sans, je veux dire, avec d'autres manips. Des manips qu'on va faire sur les ondes. Évidemment, 26, c'est pas beaucoup. C'est déjà, encore une fois, on passe de 0 à 26, hein. Donc, il faut aussi voir l'échelle de l'histoire de la recherche sur l'électrosensibilité.
Après, est-ce qu'on se lance dans une demande de nouvelle cohorte? La réponse est oui, mais en espérant, en croisant les doigts, que ça dure pas aussi longtemps que celle qu'on a eue, les fameux 10 ans qu'il nous a fallu pour faire ça. Donc, comme la loi est sécurisée maintenant, on sait éventuellement quelles sont les procédures. Elle bouge pas trop ces procédures. On a une publi à la clé. Effectivement, on peut penser à une étude d'Éméter 2, pardon, une cohorte d'Éméter 2. Mais attention, c'est un peu comme Copernic. Et puis, 10 ans plus tard, les 100 autres patients Copernic. Il faudra aussi regarder si on trouve bien la même chose entre ces cohortes. Donc ça veut dire que c'est le double de boulot, hein. Il n'est pas question de faire une cohorte où on n'ait pas fait subir aux cellules de cette nouvelle cohorte les mêmes choses qu'on a fait subir jusqu'à présent. Donc il y aura des rayons X, il y aura de l'eau oxygénée, il y aura du spontané. C'est obligé. Sinon, ça sert à rien. Alors maintenant, pour ce qui est des ondes, oui, j'allais dire, là, on est lancé pour un grand programme avec tout ce qu'on peut avoir en ondes, en antennes, en modulation, etc., etc. Sachant que moi, ce qui m'intéresse énormément, c'est les relations avec la fréquence, dans un premier temps. Pourquoi? Parce qu'on sait aujourd'hui que il y a des certains produits, certaines substances, certaines molécules qui peuvent avoir un spectre d'absorption d'énergie qui se passe à telle ou telle fréquence. Donc ça, est-ce que c'est significatif pour la biologie? Il faut se poser la question. Donc je pense que dans un premier temps, on va essayer de balayer une grande gamme de fréquences sans s'attarder vraiment à des points de modulation particuliers. Et après, on fait les choses en vrai. Mais là, encore une fois, on est lancé dans un processus de 10 ans, hein. Mais on sait on commence à savoir où on va. OK, merci. Alors j'ai, des questions. Alors tu as plusieurs reprises, tu as dit: «Les ondes ne cassent pas l'ADN», donc il y a des réactions par rapport à ça, concernant, une étude, indienne, alors qui a oui, je vois de laquelle il s'agit, a mis en évidence des dommages à l'ADN chez les riverains d'antennes relais. Donc est-ce que tu peux, en dire un peu plus, par rapport voilà, à ce que tu as dit tout à l'heure? Alors, euh, quand on irradie des cellules, qu'est-ce qui se passe? Je parle là pour les rayons X. Euh, L'irradiation ionisante correspondent à des dépôts d'énergie qui sont de l'ordre de l'électronvol par nanomètre cube. On sait qu'il faut à peu près 100 électronvolts par nanomètre cube pour casser l'ADN. Alors, l'ADN ne se casse pas comme ça, de façon directe. D'ailleurs, euh, les, euh, la- les théories qui datent de très longtemps, d'ailleurs, sur les différents types de dommages directs ou indirects sont basées sur des choses complètement biaisées, hein, on le sait aujourd'hui. Donc, effet direct ou indirect, des radiations, faut pas regarder ça. Par contre, ce que l'on sait, c'est que le seul produit de radiolyse de l'eau, les cellules sont composées essentiellement d'eau. Quand on irradie une cellule, c'est comme si on irradiait de l'eau. À la fin du processus je vais la dire, d'une seconde après l'irradiation, on va se retrouver avec des produits stables de la radiolyse de l'eau que sont l'eau elle-même et l'eau oxygénée. Et l'eau oxygénée, tiens, comme par hasard, l'eau oxygénée, eh ben, c'est le seul produit qui peut casser l'ADN. Hein, c'est une peroxydation de l'ADN. C'est la casse de l'ADN par du peroxyde d'hydrogène, qui est le nom scientifique de l'eau oxygénée. Donc, ça correspond à une production d'eau oxygénée qui sera proportionnelle à la dose de radiation.
Je vous ai dit tout à l'heure, un électronvolt, enfin une centaine d'électronvolts par nanomètre cube suffisent pour créer une cassure. En fait, une centaine d'électronvolts par nanomètre cube suffisent à produire de l'eau oxygénée pour casser les deux brins. Les ondes ne produisent pas ces dépôts-là. S'il y a augmentation des cassures, il faut penser plutôt à un effet sur les cellules, et c'est ça qu'on veut aussi voir, qui dérégule éventuellement le système endogène, qui va, au lieu de ne rien faire, casser son propre ADN et réparer mal en rajoutant des cassures. Donc, la grande question de toutes les études qui montrent des cassures après les ondes, c'est est-ce que c'est vraiment direct ou au contraire, est-ce que ça ne serait pas des modifications post-traductionnelles qui font que sur des cellules de patients euh, assez prédisposées, on ait des cassures qui soient liées à la perturbation d'un système endogène qui soit pas stable. Donc ça, c'est la grande question. Mais si on rajoute, si on ne raisonne que par le- l'énergie, normalement les ondes ne font pas des cassures Mmh. OK, elles-mêmes. merci Nicolas. Alors, il y a des petites, questions enfin des questions, je pense que ça vaut le coup de repréciser parce qu'il y a peut-être des petites incompréhensions. J'ai quelqu'un qui dit enfin qui pense avoir compris que le HS pouvait favoriser l'apparition de cancer et il demande si ça peut, accélérer le développement du cancer du coup. Et il y a d'autres questions autour des prédispositions génétiques, à l'EHS. Voilà. Alors, pour ce qui est de nos relations entre LBHR et la prédisposition du cancer et HBLR et la prédisposition des maladies dégénératives, ici nous nous basons que sur des raisonnements par analogie. C'est-à-dire qu'on n'a pas dit que la cause de l'EHS est le cancer ou inversement, ou que la cause de l'EHS c'est le vieillissement accéléré ou inversement. C'est peut-être deux phénomènes qui sont parallèles, qui ont en commun quelques marqueurs. Donc c'est pour ça qu'il faut être très prudent. Évidemment, comme ce sont des groupes 2, par définition, les groupes 2, ben, ils peuvent être prédisposés au cancer, prédisposés au vieillissement, prédisposés à la mort cellulaire modérée, mais ça c'est quand on a une dose plus élevée, ou rien du tout. Rappelez-vous les fameux volontaires sains du SAMU de Paris. Hein, donc un groupe 2 peut mourir groupe 2 sans aucun problème s'il n'a pas été exposé à un agent qui fait que sa réponse va être anormale et va amplifier telle ou telle chose. Je vous rappelle que même les groupes 1 peuvent avoir des cancers. Les fumeurs groupe 1. Si vous fumez, vous allez augmenter au niveau environnemental votre risque de cancer alors que vous réparez très bien l'ADN. Donc, il faut faire attention avec ces analogies. J'ai essayé d'être prudent en disant, voilà, on trouve la même chose pour ce marqueur-là, mais des études sont requises pour voir si le cancer est inséré, impliqué dans le HS ou inversement, et le aging, comme on dit en anglais, le vieillissement est inséré dans le HS ou inversement. OK, merci. Après, on a des questions un petit peu plus pointues sur, j'imagine les protéines X qui pourraient être impliquées. On parle de l'apolipoprotéine Oui, E, oui, donc ça j'ai c'est pas lu Alzheimer. HSP70 et HSP cetera. 70, oui. Alors, c'est donc ApoE, c'est la protéine dont on a démontré qu'elle était au moins une des protéines X de la maladie d'Alzheimer. Chez les patients d'Alzheimer, on a apparemment une surexpression de cette protéine qui va conférer à cette protéine une localisation périnucléaire, ce qui va faire donc la couronne. Mais on a d'autres maladies, comme par exemple
la myodystrophie de Duchenne, qui est associée à une mutation d'une protéine qui s'appelle la dystrophine. Et cette dystrophine est également surexprimée autour du noyau et va montrer aussi des couronnes. Donc, ça, c'était pour la ApoE. Alors, normalement, hein, si vraiment vous avez un problème d'ApoE, moi, j'ai pas fait le lien entre ApoE et EHS. On a fait simplement le lien entre ApoE et Alzheimer. C'est pas tout à fait la même chose. Pour HSP70, alors là, c'est très intéressant. Oui, HSP70 sont des protéines X qui peuvent potentiellement, quand on dit protéines X, ça veut dire qu'elles peuvent aussi s'associer à ATM, hein. Il y a pas, toutes les protéines ne s'associent pas à ATM. Elles montrent certaines séquences particulières dites de phosphorylation pour que ATM s'interagisse avec. Et les HSP70, qui sont des protéines de choc thermique, sont effectivement associées à une interaction avec ATM. Alors là, attention, quand on a une surexpression d'HSP70, ça veut dire qu'on a une augmentation de la température, ou du moins une augmentation d'effet thermique dans les cellules. Or, tout ce qu'on veut faire avec les ondes, c'est justement avoir des phénomènes subthermiques, c'est-à-dire qui ne chauffent pas les cellules. Donc, ce qui normalement est le cas pour les expositions aux ondes. Donc, là encore, peut-être que certains patients montrent une surexpression au HSP70, mais les HSP70 dans cette communauté-là, dans ce domaine de recherche-là, ont été associés souvent à des effets thermiques liés aux ondes. On n'est pas en train de cuire les ondes, on ne fera jamais ça, nous, hein. Donc, la difficulté, c'est justement d'être dans des conditions les plus réalistes d'exposition pour voir des phénomènes, le phénomène dont vous souffrez. Donc, HSP70, oui, c'est une protéine X, mais pour l'instant, ça peut être un candidat, effectivement, à certaines EHS. Ça, on le verra. Merci. Alors j'ai, de nouveau un peu une question, alors très, très longue, alors sur cette histoire justement d'énergie, des ondes par rapport aux cassures d'ADN. Alors on m'indique, j'essaye de retraduire ça correctement, sinon on répondra par écrit, qu'effectivement ça n'éjecte pas un électron, mais pour autant les ions au niveau moléculaire et cellulaire peuvent être séquestrés par induction. Oui, alors, en fait, pour répondre enfin, pour répondre sans y répondre à cette remarque, moi, ce qui m'intéresse, ce sont les seuils, les spectres d'absorption en énergie de certaines molécules, par exemple les ions calcium, donc qui vont avoir un rôle biologique en fonction de la fréquence des ondes. Il est clair que si vous êtes exposé, je fais un scénario crash. Euh, Imaginez que vous êtes exposé par une onde dont la fréquence va exciter ou photoactiver, on va dire, je n'aime pas dire photoactiver, mais activer les ions calcium. Là, oui, effectivement, c'est très intéressant parce que dans le métabolisme du calcium, il peut rentrer, il est éventuellement en cause dans tel ou tel aspect de la reconnaissance ou de la réparation. Donc, ce qui nous intéresse, c'est ces seuils d'absorption en fonction de la fréquence. Donc, on peut très bien avoir un pic d'absorption de l'énergie pour telle molécule qui n'ait rien à voir avec le Wi-Fi, entre parenthèses. Donc, ou au contraire, qui soit exactement en plein dans le Wi-Fi. Donc ça c'est important. Pourquoi? Parce que les fameuses réactions, euh, les hautement répondants qui passent quasiment de 0 à 5,
quand ils sont soumis aux ondes, ça veut dire que quelque part, il y a un mécanisme qui fait que euh, il y a une amplification des phénomènes physico-chimiques. Quels sont ces phénomènes physico-chimiques? Est-ce que c'est lié à la fréquence de l'onde? C'est possible. On a la même chose avec les spectres de rayons X. Et l'absorption, par exemple, des couches K ou des énergies qui correspondent aux couches K ou aux couches L des atomes qui sont exposés aux rayons X. Donc, ce phénomène de photoactivation, on pourrait éventuellement envisager de l'électroactivation, mais là encore, il faudrait balayer tout le champ spectral et ça demandera du temps. Mais je pense qu'il faut en arriver là. OK, merci. On a encore un tout petit peu de temps pour, j'essaye de parcourir les centaines de questions qu'on a. C'est bien, au moins ça intéresse, ça c'est super. Il y a des questions un peu sur le lien avec, d'autres pathologies, type maladie auto-immune ou des problématiques, de burn-out, est-ce que c'est, Ah, parce que alors, est-ce qu'un burn-out peut, fragiliser ou bien est-ce que plutôt ça serait, la conséquence, de ce qui peut se passer par rapport à quelqu'un qui je ne est connais pas la chimie du burn-out, donc je ne sais pas si c'est une conséquence ou une cause. Donc ça, bon, voilà, je suis désolé, mais je suis obligé de répondre en scientifique. Par contre, avant, tu avais dit, tu avais prononcé le mot, auto-immunité. voilà, voilà. Alors, pour ceux qui liront le papier, on voit très clairement que dans le sous-groupe HBLR, on a une forte immunodéficience associée et on n'a pas des cassures de l'ADN comme ça, sans rien faire. Et donc, il n'est pas impossible que dans le groupe des maladies de groupe 2, qui seraient associées à l'EHS, on ait des symptômes qui soient liés à l'immunodéficience. Et ça, ils sont à chercher parmi les HBLR parce que plus on se dirige vers les groupes 3 qui sont systématiquement des immunodéficiences, plus on observe un phénotype d'immunodéficience sévère. Donc je reformule c'est que ce que nous a appris la radiosensibilité dans la classification des maladies, c'est que plus on est radiosensible groupe 2, plus on est immunodéficient. Donc, si des patients OHS font partie de cette limite inférieure, alors effectivement, ils pourraient souffrir d'immunodéficience. Donc ça c'est pas inenvisageable, connaissant le lien entre la réparation de l'ADN et l'immunodéficience. OK, merci beaucoup. Je regarde un petit peu, je crois qu'on a fait le tour. J'ai des personnes qui ont levé la main. Je suis désolée, on est trop nombreux pour pouvoir, vous faire intervenir en direct. Donc si vous avez, 3 petites secondes pour, les poser par, écrit ou nous les remettre si des fois on n'avait pas vu. Heu, J'ai vu passer quelque chose. Est-ce que on peut faire un test de radiosensibilité? Alors, oui, euh, le test Copernic est fait pour le médecin traitant, l'oncologue ou le radiothérapeute qui suit la personne pour un traitement pour un cancer par radiothérapie, c'est-à-dire sur ordonnance, puisque c'est une sorte d'expertise qu'on délivre. Le fait d'être groupe 2 n'indique en rien qu'on est EHS, je le redis. Les HS, EHS pourraient être tous du groupe 2, mais les groupes 2 ne sont pas tous EHS. Et pour faire un test de radiosensibilité Copernic, encore une fois, il faut que ça soit une demande du praticien et la personne doit être dans un processus de traitement du cancer par radiothérapie.
Voilà. OK, merci beaucoup. Alors je regarde si des fois on a des nouvelles, questions un petit peu qui nous seraient arrivées. Mmh. On me dit la question était sur, l'auto-immunité, pas sur l'immunodéficience. Non, mais alors des maladies auto-immunes, et cetera. Donc, effectivement, il y a plein de maladies auto-immunes qui sont classées groupe 2, même certaines du groupe 3. Mais là encore, c'est comme l'histoire du cancer du sein ou du vieillissement accéléré. Quelle est la relation entre l'EHS et la maladie? Est-ce que c'est deux histoires parallèles qui, pour un marqueur, montrent un point commun? Ou alors est-ce que tout ça est fondé et scindé, j'allais dire fusionné? Ça, seule l'expérience et les manips sur les cellules pourraient le montrer. OK, bon Encore j'espère une que fois, on est vraiment mmh. à l'orée de quelque chose. Euh, c'est Oui, sûr on que peut c'est très, pas c'est une première publi, on peut pas lui faire dire, plus. c'est sûr que Elle c'est nous très a déjà décevant. dit, énormément. C'est sûr que c'est très décevant, mais sachez que nous, on était très enthousiastes pour déjà ce qu'on avait montré. Oui, 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 c'est c'est très, très bien et je pense que alors pour résumer, hein, en tant qu'association, bah, nous, on va effectivement essayer d'en tirer toutes les bénéfices et les conséquences pour interpeller, bah, voilà, le plus de monde, possible pour, effectivement, que, les personnes, soient, effectivement prises au sérieux et qu'on ne les mette pas en danger, quand, elles sont, soumises à voilà, à des thérapies et que voilà, progressivement, on puisse tenir compte de ces premiers enseignements et on espère que, la suite pourra arriver, le plus rapidement possible et que tout un champ, de recherche s'ouvre et je crois qu'on a ouvert, voilà, je pense, un peu un nouveau paradigme, hein, une nouvelle, façon de voir les choses qui va être vraiment, extrêmement stimulante et qui devrait, j'espère, faire avancer beaucoup, les choses, pour, les personnes concernées et d'une manière plus générale pour la science, je pense. Voilà, ça ouvre des perspectives, y compris, pour les radiosensibles, hein, puisque, rapidement, enfin, je ne veux pas rouvrir une discussion, mais, on a vu que certains volontaires, pourraient avoir des symptômes bien plus importants et finalement, non et ça donc ça peut ouvrir des perspectives aussi pour mieux comprendre aussi la radiosensibilité donc je pense que c'est super, super important de continuer ces recherches-là. Voilà. Je il est midi pile. Je vous propose qu'on en reste là. On va essayer, au mieux, de faire fructifier ce webinaire, hein. On a des demandes aussi de l'étranger, de l'avoir en anglais, de l'avoir en replay. Donc il y aura si le système a bien fonctionné, on aura effectivement un replay. Et puis, voilà, moi je vais vous dire merci et vous dire au revoir. Je ne sais pas si Nicolas, tu veux dire un mot de conclusion? Non, mais merci à nouveau. De toute façon, c'est aussi grâce à vous, c'est d'abord grâce à vous que on a pu avancer et on ne peut pas avancer sans vous. Donc, quelle que soit l'aide apportée, tant, j'allais dire, biopsique que l'encouragement, c'est toujours bienvenu et on va essayer de poursuivre sur ce chemin-là. Eh bien, merci à tous et merci à toi Nicolas. À très bientôt. Voilà, merci, merci Sophie, à très bientôt.